Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Stig Dagerman. Je lis dans les pensées et dans les regards. J'ai développé une sorte de sixième sens pour dépister l'ironie, la condescendance, le mépris, l'hostilité cachée et toutes sortes de choses désagréables dans l'esprit des gens que je rencontre. Mais je souffre affreusement de cette hypersensibilité. Lorsque, à la cantine de mon entreprise, personne ne s'assied à côté de moi, j'en suis blessé. Dans les réunions mensuelles d'une association de bénévoles où je milite, et où nous sommes assez nombreux pour ne pas tous nous connaître, s'il arrive que quelqu'un commence à poser ses affaires à côté de moi, puis se relève pour aller s'asseoir ailleurs, j'en suis malade. C'est une vieille histoire. J'ai connu ça toute mon enfance. Être oublié par les autres au mieux, ou rejeté au pire. Pas rejeté ouvertement, mais tenu à l'écart, pas invité, pas apprécié, pas adopté. Il y a quelques années, je me souviens par exemple que ma belle-sœur m'avait confié sa fille âgée de 10 ans pour une journée. Nous nous étions bien amusés et à la fin, ma nièce m'avait confié « Je ne comprends pas pourquoi maman m'a dit que je pouvais l'appeler pour qu'elle vienne me chercher si je m'ennuyais avec toi. On s'amuse trop. » J'ai été très peiné de ces propos venant de ma belle-sœur. Je me demande toujours si je n'ennuie pas les gens. Il me semble que je ne sais pas me faire aimer. Il me faut vraiment de très fortes doses de signaux rassurants, en réalité de très longues durées de liens amicaux, car je me méfie des gens trop gentils, pour me sentir en sécurité et commencer à me laisser aller. Je sais parfaitement, aujourd'hui, que c'est maladif. À un moment, à l'époque où mes propres enfants grandissaient et commençaient à me regarder faire et vivre, je sentais qu'ils m'observaient et me jugeaient. Ce moment où, dans leur regard, je commençais à lire des interrogations, pourquoi se met-elle en colère pour ça? Et des jugements, elle a un problème ou quoi? A été très pénible pour moi. J'avais l'impression qu'il préférait mon mari. Je me sentais abandonné par la seule source d'amour inconditionnel dont je disposais. C'est là que j'ai commencé ma thérapie. Angèle, 38 ans. La peur du rejet et ses dérapages. Le besoin de lien, d'appartenance et d'acceptation est sans doute l'un des plus fondamentaux chez l'être humain. Sans doute un héritage de notre passé génétique de primates sans défense, qui ne pouvaient survivre qu'ensemble face aux prédateurs. Être rejeté, c'était alors être condamné. D'où l'importance du lien pour l'estime de soi. La nécessité de savoir le susciter et le savourer. Et la méfiance aussi à avoir lorsque ce besoin de lien et son détecteur à rejet se sont déréglés et ont fait de nous des hypersensibles à toute forme de mise à distance. Lorsqu'on travaille sur son estime de soi, il est capital de bien réfléchir sur cette question du rejet social, de ses conséquences sur nous et de notre propre participation à ces conséquences au travers de l'excès de sensibilité que cela peut entraîner année après année. Nous avons vu qu'il importait de prendre garde à ne jamais négliger les conséquences du rejet. Il faut agir vite et bien, même si la douleur, paradoxalement, peut être discrète. En revanche, il est capital de prêter aussi attention, non plus seulement au rejet, mais à notre système de détection du rejet. S'il est déréglé, ce qui est fréquent dans les problèmes d'estime de soi, nous pouvons nous préparer à beaucoup souffrir et à beaucoup nous mettre en échec. Car se sentir rejeté ne signifie pas qu'on le soit vraiment. Nous avons vu que si l'on a subi souvent dans le passé des expériences authentiques de rejet, on hérite alors d'un détecteur de rejet devenu hypersensible, même si notre environnement présent est devenu plus accueillant. Il s'agit en quelque sorte d'un système d'alerte détraqué. Ce système d'alerte nous a été légué par l'évolution. Comme nous étions des animaux sociaux et ne pouvions survivre qu'en groupe solidaire, notre survie était liée à notre capacité à garder notre place au sein du groupe. Se retrouver seul équivalait à une condamnation à mort. Mais ce qui se justifie en situation de danger objectif peut échapper à notre volonté dans les situations où nous savons qu'il n'y a pas, en théorie, de si grands dangers. Ce logiciel ne peut alors plus ni être débranché, ni être réglé différemment selon les besoins.
La crainte du jugement négatif de la part d'autrui, si souvent rencontrée dans les problèmes d'estime de soi, est en fait liée à ses possibles conséquences négatives. Être jugé, c'est risquer d'être rejeté si ce jugement est négatif. Comme, en général, si on ne s'estime pas, on se juge soi-même négativement, on suppose alors que le jugement de l'autre sera aussi attentif, impitoyable et sévère que le nôtre. On s'écarte alors de ce que l'on croit être un danger, et en s'écartant ainsi, on valide inconsciemment la possibilité de ce danger. Cette hypersensibilité au jugement n'est que la partie émergée de la peur du rejet. Elle est fréquemment, ou toujours, associée au problème d'estime de soi. Rien n'est simple alors, car l'estime de soi a du mal à faire la différence entre être vraiment en échec ou rejeter et penser l'être. Dans le doute, elle fait volontiers crédit à l'intuition. Si je me sens rejeté ou mal aimé, c'est que je le suis. Pas de fumée sans feu. Hélas, en matière de psychologie d'estime de soi, contrairement au proverbe, il y a souvent de la fumée sans feu. Heureusement, les mécanismes qui expliquent cette hypersensibilité commencent à être de mieux en mieux connus. Le raisonnement émotionnel et ses risques. Ce type de distorsion du raisonnement se retrouve chez les personnes en proie à une forte activation émotionnelle. Comme on se sent mal à l'aise, on est persuadé qu'on est mal à l'aise et que tout le monde nous voit mal à l'aise. Si on se sent ridicule, on pense l'être vraiment, etc. On prend ces émotions non plus comme un avertissement de la possibilité d'un problème, mais comme une certitude sur sa réalité et sa gravité. On brûle une étape capitale, mais sans s'en rendre compte. La force de cette conviction entraîne une modification de son propre comportement qui va aller dans le sens de ce que l'on redoute. On peut alors risquer d'attirer l'attention sur soi parce que notre attitude devient bizarre. Ainsi, les personnes qui craignent de manière obsédante de rougir lorsqu'on les regarde peuvent en arriver à attirer l'attention sur elles non pas parce qu'elles sont rouges, mais parce qu'elles sont raides, crispées sur leur malaise et qu'elles perdent alors tout leur naturel. C'est cela qui fait éventuellement d'elles des objets d'attention. Simplement rougir, si l'on continue d'agir et de parler, n'attire guère l'attention, car c'est fréquent chez beaucoup de personnes. Se bloquer sur son rougissement ou toute autre forme de malaise, par contre, va l'amplifier, le faire durer et augmenter le risque que quelque chose soit remarqué par l'interlocuteur. Il faut donc prêter grande attention à cette tendance à la lecture de pensées et à l'auto-intoxication par les pensées erronées du raisonnement émotionnel. Les interactions sociales sont complexes et subtiles. Il y a donc un risque d'erreur élevé dans le décodage de telle ou telle attitude. La signification d'un regard, d'un sourire, d'un silence, d'un mot glissé à l'oreille de quelqu'un alors que nous sommes en train de parler ou de faire un exposé risque d'être interprétée de manière erronée sous l'effet de notre inconfort, qu'il soit lié au désir de bien faire ou à la peur de mal faire. On rencontre souvent en thérapie des personnes qui présentent une tendance à interpréter tous les détails sur le mode de la suspicion, qui souffrent d'une sorte de paranoïa relationnelle dont elles sont conscientes, mais qu'elles ont le plus grand mal à contrôler. Il suffit qu'un collègue me réponde « ouais » sans relever la tête alors que je viens de lui demander un renseignement pour que je commence à me poser des questions, me racontait l'un de ses patients. Ou que le matin un autre oublie de venir me saluer alors qu'il a dit bonjour à tout le monde. Ça met tout de suite pour moi le feu aux poudres. Je dois faire des efforts terribles pour ne pas partir dans des pensées parano. Heureusement, j'ai remarqué que cela passait si j'allais leur parler ensuite. Je voyais alors le plus souvent qu'ils n'avaient rien contre moi. Ou si c'était le cas, cela me permettait de comprendre tout de suite le problème. Mais pendant des années, après des détails pareils, je m'écartais d'eux et cela avait l'effet inverse. Faire durer le doute et même refroidir encore plus la relation. Je prenais ça pour une preuve alors que c'était quelque chose que j'avais provoqué moi-même. Nous pouvons aussi procéder à notre auto-mise à l'écart, même avec des personnes proches. Par exemple,
Lorsque des sujets à basse estime de soi perçoivent leur conjoint comme critique ou insatisfait envers eux, ils ont tendance à refroidir la relation, prendre de la distance, se mettre eux aussi à penser à leur partenaire en termes négatifs, ce qui, dans la vraie vie, n'arrangera certainement pas les choses, que l'insatisfaction du partenaire soit réelle ou imaginaire. L'effet spotlight. Mais non, tout le monde ne vous regarde pas. Attention donc à la projection de ses propres processus mentaux. Comme on doute de soi et de son acceptation sociale, on se surveille et on pense que les autres font de même. On a alors l'impression désagréable, et souvent erronée, d'être au centre de leur attention et de leur intérêt. Cette surévaluation de notre remarquabilité aux yeux des autres est appelée par les psychosociologues l'effet spotlight, l'impression d'être en permanence sous les feux de la rampe. Une très amusante expérience avait permis de mesurer l'écart important entre l'impression d'être observé par autrui et la réalité de cette observation. On demandait dans un premier temps à des volontaires de porter un t-shirt arborant le visage d'une personne célèbre mais devenue ringarde. Aux États-Unis, il s'agissait, l'année 1998 au cours de laquelle l'expérience a été conduite, d'un chanteur nommé Barry Manilow, dont je n'avais personnellement jamais entendu parler. Il devait ensuite aller s'asseoir dans une pièce où se trouvaient d'autres volontaires, sans savoir ce qui allait se passer. On leur demandait auparavant de prédire combien de personnes remarqueraient leur t-shirt ridicule, et l'on demandait ensuite à ces personnes si elles se souvenaient du visage sur le t-shirt du volontaire entré après tout le monde. Bien évidemment, alors que le porteur du t-shirt était persuadé qu'au moins la moitié des gens remarqueraient la photo ringarde, à peine le quart d'entre eux en avaient un vague souvenir, 2 fois moins que prévu. Et ce pourcentage tombait à 1/10 si le portrait sur le t-shirt n'était pas celui d'un chanteur ringard, mais d'une personne valorisante, par exemple Martin Luther King ou Bob Marley. Moralité, nous surévaluons toujours dans une proportion d'au moins 50% le nombre de personnes qui nous observent avec attention. Et encore, l'étude n'était pas allée jusqu'au bout de ce qui aurait été intéressant. L'idéal aurait été de demander aux observateurs si le fait de porter ce t-shirt ringard dévalorisait la personne à leurs yeux, et si oui, à quel point. Car c'est souvent ainsi que les choses se passent. Non seulement nous sommes moins regardés que nous ne le pensons, mais encore, lorsque nous sommes regardés et jugés, nous le sommes moins sévèrement que nous ne le pensons. Toutes les études sur ce thème le confirment. Lorsqu'on fait échouer des volontaires à diverses épreuves sous le regard d'autrui, les jugements extérieurs sont toujours beaucoup plus favorables que nous ne le pensons nous-mêmes. Et enfin, lorsque nous sommes jugés de façon négative, il est toujours possible d'inverser ce jugement par un comportement social interactif et positif qui permettra de corriger la première impression donnée de nous dans le cas où elle aurait été critique. Cette première étape de prise de conscience et de méfiance par rapport à l'emballement de son système de détection des jugements et rejets sociaux est capitale, mais doit être consolidée par des travaux pratiques sur le terrain. C'est pourquoi il nous arrive de faire avec nos patients des exercices d'exposition au ridicule, durant lesquels, comme les volontaires de l'expérience, nous sortons dans la rue avec un détail vestimentaire nous exposant à un jugement social. Par exemple, déambuler avec le bas des pantalons remonté jusque sous les genoux, la chemise sortie du pantalon, la braguette ouverte ou un chapeau ridicule sur la tête. Bien évidemment, ces exercices ne sont pas imposés d'emblée aux personnes qui ne se sentent pas capables de les affronter. On commence par des doses de ridicule plus faibles. Pour certains, le seuil de déclenchement de la sensation de ridicule est très bas et démarre au fait de demander son chemin dans la rue ou de ne pas comprendre les explications d'un vendeur. Ensuite, il va de soi que le thérapeute doit faire lui-même les exercices et avant le patient, sous les yeux de ce dernier. Cela permet de s'apercevoir que c'est une chose de donner des conseils et que c'en est une autre de les appliquer. Faire face à la peur du rejet. Ne te fais pas si petit, tu n'es pas si grand.
Une de mes patientes me racontait un jour comment cette petite phrase, suggérée par l'un de ses amis, lui servait de ressource toutes les fois où elle se sentait vaciller sous la pression de sa peur du jugement social. Tu n'es pas si grand pour que tout le monde tourne les yeux vers toi comme tu le redoutes. Respire, lève la tête, regarde autour de toi, ne te fais pas si petit. Voici quelques stratégies auxquelles on peut avoir recours face à la peur du rejet. Bien connaître les situations starter de notre anxiété d'évaluation. Il s'agit de toutes les fois où l'on se trouve en situation d'observation, de compétition, de performance. Parfois, ce qui peut sembler anodin à d'autres va être déstabilisant pour certains. Jouer aux triviales poursuites, participer à une discussion mondaine où les convives font assaut de bons mots et de connaissances culturelles. Savoir qu'à ces moments, nous aurons tendance à surévaluer les jugements portés sur nous représente une première étape. Méfie-toi de toi. Lorsque tu es dans ces situations, tu vas avoir tendance à te surveiller, à te houspiller, à t'intéresser à tes carences au lieu de te réjouir des talents des autres ou de t'amuser de leur désir de les montrer. Si tu n'as rien à dire, mets-toi au spectacle et observe, savoure. Réjouis-toi d'être là et non pas seul et oublié quelque part. Accepte-toi ainsi, silencieux, aimable et attentif. Toi, tu ne t'aimes pas comme cela, tu n'es pas à l'aise parce que tu penses qu'on ne t'acceptera que si tu parles, que si tu brilles. Mais laisse les autres en juger. Accepte leur jugement au lieu de l'imaginer et de l'anticiper. Il sera parfois favorable, parfois défavorable. Alors que si c'est toi qui te juges, il sera toujours en ta défaveur. Se rappeler que les autres pensent aussi majoritairement à eux-mêmes. Eh oui, nous ne sommes pas au centre du monde, comme notre inconfort aurait parfois tendance à nous le faire croire. Si les autres ne sont pas en train de t'observer et de te juger, mais les autres, ils pensent à eux, comme toi. Une étude pour vous rassurer à ce propos. Elle portait sur une centaine de cas de faux médecins ayant exercé en Grande-Bretagne. La plupart d'entre eux n'avaient pas été démasqués, non pas en raison de leur incompétence, certains l'étaient pourtant vraiment et dangereusement, mais à cause de petits détails annexes, situation administrative irrégulière, fraude autre que médicale, excès de vantardise et de mensonges, etc. Si les gens étaient si soucieux que cela de juger de la valeur des autres, jamais ces faux médecins n'auraient tenu des années comme beaucoup le firent. Et encore, l'étude ne prenait pas en compte, et pour cause, tous ceux qui ne furent jamais démasqués. Accepter éventuellement d'être jugé. Plutôt que de vouloir éviter à tout prix ce jugement, l'accepter, puis voir paisiblement comment l'infléchir. Toujours l'idée d'un soi global et non d'un soi focalisé et crispé sur ses limites et ses défauts. Si on pense ne pas avoir les bons vêtements pour cette soirée, autant s'y montrer par ailleurs ouvert et causant. Mieux vaut un ringard sympa qu'un ringard qui fait la gueule, non? Acceptez aussi l'idée que certaines personnes vont effectivement nous juger sur l'apparence, la conversation, l'accent, les bonnes manières ou autres marqueurs sociaux stupides. C'est vrai, cela existe. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ces personnes ne sont pas la majorité. Sauf si vous évoluez dans des milieux où l'apparence est décisive, comme les milieux de la mode ou du cinéma. Pourquoi consacrer l'essentiel de votre énergie à vous protéger de gens éventuellement critiques, ce qui va finalement vous empêcher de profiter des échanges avec des personnes plus acceptantes et intéressantes? Adoptez des comportements sociaux proactifs, c'est-à-dire aller vers les gens. Nous nous entraînons souvent en psychothérapie à lutter contre les premiers signes de la peur du rejet par une attitude de désobéissance à cette peur. Si j'arrive dans une soirée ou un séjour de vacances où je ne connais personne et que je sens en moi se lever la peur et la tentation du repli, la meilleure chose que j'ai à faire, c'est d'aller tout de suite me présenter et parler aux personnes que je ne connais pas. C'est le meilleur moyen pour noyer d'entrée mes craintes.
et pour augmenter mes chances de tomber sur une bonne surprise, quelqu'un de sympa ou d'intéressant. Il est capital de ne pas attendre que l'on nous adresse des signaux d'ouverture sociale, de ne pas attendre que les autres fassent toujours le premier pas, surtout si l'on a des problèmes d'estime de soi. Je sais que souvent on procède ainsi, car on se dit que c'est une sorte de test. Si les autres viennent vers moi me parler, c'est qu'ils en avaient vraiment envie, alors que si je vais vers eux, je les force en quelque sorte. Différentes études ont confirmé la toxicité de cet attentisme qui découle de la peur du rejet, notamment dans les situations sentimentales. Ainsi, plus la peur du rejet est forte, plus on surévalue la visibilité de ces signaux d'ouverture, montrer que l'on a envie d'un échange, et plus on attend que les autres les perçoivent et les décodent, en espérant qu'ils comprendront notre gêne et feront les premiers pas. Mais ces signaux d'ouverture, que nous pensons clairs et manifestes, sont souvent invisibles à l'autre. Et comme on pense en avoir assez montré, on en reste là, on espère, on attend. Mais rien ne vient et l'on est déçu. Cette situation d'attentisme explique la fréquence des déceptions sentimentales dans la vie des personnes à basse estime de soi. Leurs préférences et attirances sont bien moins visibles et repérables qu'elles ne le pensent. Conseil, soyez plus clair. Il faut choisir entre deux risques, celui d'un éventuel et ponctuel rejet ou celui des regrets, que l'on dit souvent éternels. Nous verrons bientôt que le poids des regrets est parfois plus lourd à porter sur le long terme que celui d'un rejet.